La maladie d'Alzheimer est la 4e cause de mortalité en France. En 2020, on estime qu'un Français sur 4 âgé de plus de 65 ans sera concerné par la maladie et plus d'1 million sera directement touché. Pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, je vous donne rendez-vous le 14 octobre à Enghien et en attendant, on fait le point sur Alzheimer avec mon invité. Alors nous sommes au centre des maladies cognitives et comportementales de la Pitié-Salpêtrière, dirigé par le professeur Bruno Dubois. C'est la première consultation mémoire de France avec 5000 actes par an, mais pas que. Pas que, on a aussi ce qu'on appelle de l'HDJ, de l'hospitalisation de jour, puis on a aussi des centres de référence nationales pour ce qu'on appelle les démences rares et les démences précoces, aussi centre de référence nationale pour la maladie d'Alzheimer jeune. Donc effectivement, on est un peu, je dirais, au centre de toutes ces nouvelles pathologies sur lesquelles on travaille et qu'on cherche à mieux connaître. Alzheimer, c'est à peu près 900 000 personnes touchées aujourd'hui en France et 225 000 nouveaux cas chaque année. Est-ce qu'il y a une forme d'Alzheimer ou il y a des formes apparentées ? Écoutez, il y a quand même une formule qui est la formule dominante qui représente à peu près 85% des cas, ce qui se caractérise par une atteinte, je dirais, première et centrale de ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire de ses propres épisodes, la mémoire de ses événements personnels, la mémoire des faits récents que l'on a vécus et qu'on a du mal à transformer en traces de mémoire. Donc on oublie les faits récents et ça, c'est la forme la plus habituelle. Et puis, secondairement, il va y avoir une extension des lésions qui va s'accompagner de troubles du langage, de troubles de la reconnaissance des visages, reconnaissance des objets, se perdre un peu dans son environnement, et puis des troubles du comportement, souvent sous la forme d'une apathie. Et tout ça, ça va retentir sur l'autonomie des gens, et c'est là que l'on va parler de démence. Le terme de démence étant utilisé en médecine pour caractériser les gens qui ont perdu leur autonomie. Alors ça, c'est la forme classique. Mais à côté de ça, il y a des formes qui sont plus focales, qui débutent par des lésions plus localisées dans certaines régions du cerveau. Et en fonction de la région qui va être touchée de façon première, ça ne va plus être la mémoire qui va être le premier signe d'entrée, mais ça va être par exemple des troubles du langage, ou ça va être des troubles d'intégration visuospatiale, ou ça va être des troubles des gestes. Donc il peut y avoir des formes d'entrée un peu différentes, mais là on est déjà dans le domaine de la spécialité médicale. Hein. Absolument. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Les facteurs de risque, écoutez, c'est l'âge. C'est l'âge. Le grand facteur de risque, c'est l'âge. Alors, il y a d'autres facteurs qu'on a identifiés, mais dont l'importance est moindre. Le plus important, et c'est une protéine qu'on a dans le sang qui s'appelle l'apolipoprotéine E. Et alors, pour des raisons un peu mystérieuses, mais on peut l'avoir sous différentes formes. Vous l'avez peut-être sous la forme EE, ou 2, ou la forme 3, ou la forme 4. Quand on l'a sous la forme 4, on a plus de risques que la maladie d'Alzheimer apparaisse. Voilà. Donc il y a comme ça des facteurs de risque qui sont en train d'être identifiés et qui influent sur le risque de développer la maladie. Quelques questions rapides. L'hérédité ? On va dire que l'hérédité ne joue pas dans l'immense majorité des cas, et si elle donne l'impression d'exister, c'est uniquement parce que ce sont des familles où on vit longtemps, et si on n'a pas, entre guillemets, et permettez-moi ce mauvais trait d'humour, si on n'a pas la chance de mourir jeune, d'infarctus, de noyade ou de je ne sais quoi, ou d'accident de voiture, eh bien on va aller à l'âge où la maladie devient fréquente. Donc dans ces familles où les gens vivent longtemps, évidemment la maladie apparaît fréquente et on va se dire, tiens, ma mère l'a eu, mais non, parce qu'elle a vécu jusqu'à 90 ans, et à l'âge où cette maladie est naturellement fréquente. Donc cette augmentation apparente de la fréquence dans certaines familles est uniquement due au fait que ce sont des familles où on vit souvent plus longtemps. On parle de la stimulation intellectuelle aussi. Alors la stimulation, alors là, joue indiscutablement comme un facteur de prévention. Et elle joue d'autant plus que cette stimulation était précoce, que l'on a ce qu'on appelle une réserve cognitive. Et je crois que le terme dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on a une sorte de réserve, d'un matelas, si vous voulez, qui va tamponner l'effet des lésions, car il faut bien comprendre qu'avant les symptômes, on a déjà les lésions. Alors si on a ce réseau synaptique qui s'est développé grâce à notre niveau culturel, grâce à notre motivation, grâce à nos interactions sociales, on va retarder l'entrée dans la maladie. Les lésions sont là, mais elles vont s'exprimer plus tardivement. Et c'est ça l'enjeu. Donc en fait, c'est pervers, parce que plus on aura stimulé son cerveau, plus on a ce matelas, plus on va retarder l'apparition
des symptômes, mais on n'aura pas pour autant lutté contre la maladie. Exactement. C'est ce que je pense. Je pense, si vous voulez, que... Alors, on n'aura pas pour autant lutté contre la maladie, oui et non, puisque la maladie, c'est quand même les symptômes. Donc, si on retarde l'entrée dans la maladie clinique, on peut dire quand même que l'effet est quand même positif. Hypertension et cholestérol. Alors, l'hypertension et le cholestérol, si vous voulez, ont été rapportés comme pouvant jouer un rôle, mais je pense que ça joue un rôle sur les démences en général, et notamment les démences vasculaires, un certain nombre il est évident que le fait d'avoir une moins bonne vascularisation cérébrale va avoir un retentissement sur, justement, l'âge auquel la maladie va s'exprimer, et notamment la maladie d'Alzheimer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des facteurs qui influent directement sur la maladie. Mais ça peut avoir un effet latéral et faciliter malheureusement l'entrée plus précoce dans une maladie. Alors, il y a une récente étude américaine aussi qui montre une relation entre la qualité du sommeil et Alzheimer. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il y a une relation entre qualité du sommeil et mémoire. C'est sûr que le sommeil participe à la formation des traces de mémoire de ce qu'on a vécu les jours précédents. Donc, le sommeil est essentiel pour former des traces solides. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a une relation entre apnée du sommeil et fonctionnement cognitif détérioré, mais pas forcément maladie d'Alzheimer. Et là, je crois qu'il faut être encore assez prudent. Il faut rassurer les gens. Ce n'est pas parce qu'on a des troubles du sommeil qu'on aura une maladie d'Alzheimer plus fréquente. Non. Ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir des troubles du sommeil peut impacter sur notre éveil, sur la qualité de notre attention, les Anglais disent de notre alertness, c'est-à-dire notre ouverture au monde. Alors évidemment, on va moins saisir d'informations, on va être plus lent dans nos réponses et on donnera l'impression d'avoir des troubles cognitifs. Non, c'est un peu la conséquence de ces troubles du sommeil, et il faut simplement corriger le trouble du sommeil, soit en dormant mieux, soit quand on a un certain nombre d'apnées du sommeil en s'équipant, et à ce moment-là, on va observer une amélioration parfois spectaculaire des difficultés. Alors on vient de balayer tout un tas de risques possibles ou de facteurs de prévalence possibles. Donc ça met bien en évidence la nécessité de récolter aujourd'hui plein de données pour mieux connaître la maladie, d'où l'apport du big data dans la connaissance. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on est face, moi j'avais appelé ça à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais expliqué que c'était une maladie nouvelle. Non pas qu'elle soit nouvelle, elle a toujours été présente. Mais c'est une maladie nouvelle dans la mesure où c'est une véritable épidémie. Parce que il faut se rappeler quand même que l'espérance de vie d'une personne au début du XVIIIe siècle était de 40 ans. Aujourd'hui, c'est-à-dire 200 ans après, ça a doublé. C'est 80, même c'est un peu plus, puisque une petite fille qui naîtrait aujourd'hui, son espérance de vie est de 90 ans. Donc elle arrive à 90 ans à l'âge où la maladie est malheureusement fréquente, puisqu'on considère que 40% des gens âgés de 90 ans ou plus sont atteints de cette maladie. Donc finalement, c'est un peu ça le fond du problème. C'est que on déplace, on retarde l'âge de la mort, et c'est très bien, et on amène à cet âge-là un nombre considérable de gens qui vont développer potentiellement cette maladie. Donc, maladie nouvelle dans une certaine mesure, donc nécessité de mieux la connaître, nécessité d'intégrer toutes les données que l'on peut avoir, et maintenant Dieu sait qu'on en a. Ce sont des données, bien sûr, cognitives, ce sont des données épidémiologiques, ce sont des démographiques, mais ce sont aussi des données biologiques, génétiques, et aussi des données de neuroimagerie, avec l'IRM et les différentes IRM, maintenant en technique d'IRM, le TEP amyloïde. Toutes ces informations, il faut secouer le cocotier et voir ce qui va tomber, c'est-à-dire il va tomber des algorithmes diagnostiques, mais aussi des algorithmes pronostiques, des algorithmes qui vont nous permettre d'étudier l'efficacité des médicaments et de mesurer justement leur efficacité. Les médicaments, la recherche, on va y venir. 2-3 questions pratiques avant. L'âge moyen d'apparition des symptômes. Eh bien, elle est d'autant plus... Si vous voulez, elle est rare, c'est comme ça qu'on pourrait répondre. Rare avant 65 ans, commence à être fréquente à 80, et alors est vraiment fréquente, presque, je vous dis 40% des cas, à 90 ans ou plus. Donc la prévalence augmente avec l'âge. J'ai cru lire que la prévalence doublait tous les 5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, absolument, tout à fait. À quel âge on doit se faire évaluer pour voir si on a des symptômes? On ne doit pas se faire évaluer. On n'a aucune raison de se faire évaluer si on est parfaitement bien dans nos baskets. Je crois qu'il faut bien rassurer les gens.
le fait d'avoir une plainte de mémoire, c'est un phénomène banal. Tout le monde, après 60 ans, moi le premier, se plaint de sa mémoire en permanence. Là encore, cet après-midi, je suis allé dans un petit restaurant, et on m'a rappelé, parce que des collègues étaient là-bas, on m'a dit « Bruno, tu as oublié tes lunettes ». Mais c'est quotidien. Et donc, c'est banal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui est inquiétant, c'est lorsque, justement, la mémoire de nos propres épisodes qui ont une signification, c'est-à-dire si on oublie un événement personnel important, la visite d'un ami cher, le décès d'un parent proche, là évidemment, il faut s'inquiéter. Mais oublier les choses banales, les choses sans importance, comme l'emplacement de ses lunettes, l'emplacement du journal, l'emplacement même des clés, même l'emplacement de la voiture. Moi, ça peut arriver qu'on ne se rappelle pas exactement où on a laissé la voiture le soir, quand on était l'esprit un peu préoccupé. Ne pas s'inquiéter. Il ne faut pas faire des évaluations systématiques. Je ne suis pas pour qu'on fasse des évaluations systématiques pour l'instant, parce qu'on n'a rien à proposer de vraiment significatif. Alors, en revanche, s'il y a des raisons d'être inquiet, parce que justement, les oublis sont fréquents ou les oublis sont importants, là, il faut se mobiliser, car ça peut être le début, ça peut être l'entrée dans une maladie d'Alzheimer, mais dans une forme, comme j'ai dit, prodromale. On va parler de la recherche et de la connaissance de la maladie pour finir. L'imagerie médicale a fait beaucoup dans la connaissance de la maladie, l'IRM, les marqueurs. Ah oui, c'est considérable. Si vous voulez, l'imagerie, au début, avait pour rôle principal d'éliminer d'autres causes. On avait un sujet qui avait une détérioration cognitive. On faisait un scanner pour être sûr que ce n'était pas une hydrocéphalie, une tumeur ou des accidents vasculaires. Maintenant, non, l'imagerie, elle nous permet d'avoir des arguments positifs en faveur du diagnostic. On va mesurer l'atrophie de certaines régions du cerveau qui sont des régions sensibles, mais surtout, et ça c'est incroyable, on va pouvoir visualiser les lésions de la maladie. C'est-à-dire que moi je peux, si je veux, aujourd'hui, aller faire un examen qui me dira si j'ai ou pas les lésions de la maladie d'Alzheimer dans mon cerveau. Il suffit d'injecter une substance dans le sang qui va se fixer sur les lésions de la maladie. On passe ce qu'on appelle les marqueurs. Oui, c'est un marqueur, absolument. Et on passe la tête dans un PET scan, un PET IRM, et on va pouvoir visualiser les lésions. C'est incroyable. On peut aussi accéder à ces mêmes informations par une ponction lombaire, car on va pouvoir, de cette façon-là, repérer des modifications de la concentration de certaines protéines qui sont produites par le cerveau dans cette maladie. Voilà, donc aujourd'hui, on a effectivement des marqueurs qui sont des signatures biologiques de la maladie qui nous permettent d'identifier des gens alors même qu'ils n'ont pas encore les symptômes. Alors c'est ça, les lésions, on peut les repérer 20-25 ans avant l'apparition des symptômes. On ne sait pas jusqu'à combien, mais vous avez raison. Disons au moins 15 ans entre les premières lésions et l'apparition des symptômes. Et comme on a maintenant cette possibilité d'accéder à ces lésions du vivant du patient, on peut commencer, alors pour la recherche, mais à réfléchir à la possibilité de prendre en charge des gens qui auraient les lésions mais qui n'auraient pas encore les symptômes et voir si on arrive à bloquer les lésions pour empêcher que la maladie n'apparaisse. Alors ça, c'est de la science-fiction, hein, il faut bien comprendre que c'est la science-fiction, mais ça, si vous voulez, c'est mon quotidien. C'est-à-dire, moi, je suis totalement dans cet état d'esprit qui est de développer des recherches pour identifier ces sujets à risque, identifier leurs risques, bien connaître l'histoire naturelle de ces lésions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai à ma disposition des médicaments qui bloquent les lésions, qui diminuent les lésions dans le cerveau, mais qui n'agissent pas sur les symptômes. Donc on se dit, attendez, si on a des médicaments... Si on bloque les lésions avant les symptômes... Absolument. Oui. Et donc il faut le faire. Alors, c'est de la science-fiction, parce que il faut connaître... C'est de la recherche ou de la science-fiction ? C'est de la recherche. C'est pas de la science-fiction, c'est de la recherche puisqu'on le fait. Donc ça veut dire, à l'horizon 5 ou 10 ans... Je veux pas trop m'engager, mais je pense qu'on tient là... Une des clés, et qui est assez originale, et quand on y réfléchit, qui est même assez iconoclaste, parce que maintenant... C'est de la médecine préventive, exactement, et pas curative. Exactement. Et c'est exactement ça. On est en train de se demander si finalement la solution n'est pas carrément d'envisager que cette maladie soit complètement nouveau et de se dire, plutôt que d'essayer de la traiter, essayons de la prévenir. C'est étonnant. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le conceptual shift en anglais, le glissement conceptuel. Voyez, on est en train de complètement changer notre fusil d'épaule. Là, on était sur paf, on change
Parallèlement à ça, on travaille sur des molécules pour la soigner et éventuellement, est-ce qu'on peut espérer un vaccin contre Alzheimer ou ça n'a aucun sens, un vaccin sur cette maladie? Si, mais c'est un peu ça l'idée. Ce vaccin, c'est un peu ça. C'est de travailler avec des molécules qui vont empêcher l'apparition des symptômes en luttant contre les lésions. Alors, il y a aussi des traitements symptomatiques qui ont été développés, qui sont à notre disposition, qui ont une efficacité, on va dire, modeste, mais certaine. Et puis, il continue à y avoir des recherches sur les traitements symptomatiques. Il y a par exemple... je pense que dans les mois qui viennent, il devrait y avoir l'annonce d'un médicament qui devrait avoir une certaine efficacité sur les symptômes. Voilà. Donc, on continue à avoir sur le feu quelques médicaments symptomatiques, mais je dirais que le gros de la recherche maintenant s'est tourné vers ce qu'on appelle les disease modifiers, les médicaments qui modifient l'histoire naturelle de la maladie, et en particulier sur des états précliniques. Voilà, donc on ne s'est pas soigné, on espère bientôt bloquer, bientôt à l'horizon 5-10 ans. Vous voulez en savoir plus sur le cerveau et sur Alzheimer, vous voulez pouvoir poser vos questions directement au professeur Dubois. On vous donne rendez-vous le 14 octobre à Enghien-les-Bains. À bientôt.